J'ai consacré ma vie à cette ferme. J'y ai élevé mes enfants, cultivant chaque parcelle que Marcel et moi avions bâtie. Mais le jour où Marc et Chloé ont exigé que je la vende, la qualifiant de fardeau dépassé, j'ai senti chaque souvenir s'effriter. Ce qu'ils ignoraient, c'était le véritable trésor enfoui sous cette terre qu'ils rejetaient avec tant d'insouciance. Avant de nous replonger, n'oubliez pas de vous abonner pendant que vous écoutez et de nous dire en commentaire d'où vous nous écoutez. Maintenant, respirez et écoutez attentivement. C'est mon histoire. Il voulait on ma ferme. Pas un morceau, pas un compromis, mais chaque hectare. La riche odeur humide de la terre matinale apportait habituellement la paix, l'essence même de la maison. Aujourd'hui, elle se sentait comme un lourd linceul. Je me tenais près de la fenêtre de la cuisine, regardant Marc et Chloé, mes enfants citadins, traverser la cour boueuse. Leurs chaussures coûteuses, déjà incrustées de boue, semblaient étrangères sur les lattes usées de la véranda. Ils se déplaçaient avec une urgence détachée qui balayait toujours le rythme de ma vie ici. Leur voix, mon cœur, cette vieille chose têtue, battait d'une appréhension étrange. Pas encore la peur, mais une intuition profonde, dérangeante. Un règlement de compte, pressentais-je, était enfin arrivé. Marc ajusta sa veste de costume impeccable, une vision discordante dans ses chants, tandis que Chloé, toujours la plus directe, s'arrêta brusquement sur les marches, son sac de créateur serré fort. « Maman !» commença Chloé, sa voix tendue, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « On peut parler ? Parler sérieusement ?» Je savais ce que « parler sérieusement » signifiait. C'était leur façon douce de dire que j'étais une encre à un passé dont ils voulaient désespérément se défaire. Je versai 3 verres de thé glacé. Le tintement des glaçons d'une clarté dérangeante. Ils s'installèrent à la vieille table en pain de Marcel, leur regard balayant le désordre douillet de la cuisine, inventoriant les défauts. « Ce n'est pas facile, maman », commença Marc, se penchant en avant, sa voix mesurée, comme celle d'un conseiller financier expérimenté, annonçant une mauvaise nouvelle. Mais nous en avons parlé. Beaucoup. Chloé hocha la tête, tirant un fil lâche de la nappe. C'est à propos de la ferme. Maman, cet endroit, c'est trop pour toi. C'est cher à entretenir. Et franchement, ce n'est plus vraiment viable. Mes yeux retrouvèrent instinctivement la photographie jaunie sur le mur. Mes arrière-grands-parents, marqués par le temps mais inflexibles, se tenant fiers dans ces mêmes champs. Viable ? Cette terre nous avait nourris, à travers toutes les épreuves. Il ne s'agissait pas de profit, il s'agissait de racines. Je me débrouille très bien, répondis-je, ma voix plus ferme que je ne me sentais, poussant une assiette de sablé fait maison vers eux. Ils ne jetèrent qu'un coup d'œil distrait aux biscuits, les considérant comme pittoresques, une excentricité rurale démodée. Marc soupira, un son long et exaspéré. « Maman, nous avons vu les comptes, nous savons à quel point les choses sont serrées. Cette terre, c'est juste un gouffre financier. » Il regarda Chloé qui lui fit un hochement de tête subtil et approbateur. « Nous pensons qu'il est temps de vendre. » Le mot « vendre » planait dans l'air, un coup physique. Il me coupa le souffle. Ce n'était pas juste de la terre. C'était chaque souvenir, chaque sacrifice, chaque rêve que Marcel et moi avions tissé dans nos vies. C'est là que je les avais élevés. Mon regard s'attarda sur la casquette délavée de Marcel près de la porte. Sa force tranquille, sa foi inébranlable en ce lieu. Comment pouvais-je laisser partir tout ça ? « Vendre ?» répétai-je, le mot étranger, ma gorge se serrant. « C'est notre maison, c'est votre héritage, c'est tout. » Chloé rencontra finalement mon regard, son expression se durcissant. « Maman, avec tout le respect que je te dois, notre héritage est dans nos carrières maintenant. Cet endroit,
même si l'idée nous plaît, est juste dépassée. C'est un fardeau. C'est ce qui te retient. Sa voix prit un ton plus tranchant. On pourrait vendre cette terre, t'acheter un joli petit appartement en ville. Tu n'aurais à te soucier de rien. Un appartement. Ils en parlaient comme d'une libération, d'un cadeau généreux. Pour moi, c'était une cage. Une petite boîte stérile, où la terre ne respirait pas et le ciel était une idée après coup. Ils réduisaient Romavi à un problème. Une relique dépassée à balayer. Ils me voyaient, non pas comme la femme qui avait nourri cette ferme, mais comme un fardeau fragile et vieux, rattaché de manière gênante à un bien en perdition. Le silence qui suivit leur déclaration s'étira, épais et suffocant. C'est alors, dans ce calme écrasant, qu'une vérité glaçante se révéla. Non seulement de l'impatience, mais un mépris froid et dédaigneux. Mes sentiments, mon existence même ici, ne signifiaient rien pour eux comparés aux chiffres abstraits d'un bilan. Ils ne demandaient en pas, ils ordonnaient. Et à cet instant, je réalisais à quel point j'étais devenue invisible à leurs yeux, même pour ceux qui prétendaient me voir le plus clairement. Les tasses de thé tintèrent faiblement, tandis que Chloé et Marc repoussaient sur leurs chaises, le son comme un coup de tonnerre dans le silence soudain. Le sourire forcé de Chloé revint. « On s'occupe des papiers ? Maman, fais-nous juste confiance. C'est pour le mieux, pour ton bien. » Marc hocha la tête, déjà sur son téléphone, l'air lointain et préoccupé. Il marmonna à propos d'un avocat, d'une vente rapide, des conditions à discuter. Mon esprit, cependant, était déjà à des millions de kilomètres, perdu dans l'écho de leur voix. Dépassé, fardeau, coincé. Ces mots, prononcés avec une telle aisance, me parurent des pierres lancées contre une vitre fragile. Elles brisèrent quelque chose en moi, quelque chose que je ne savais même pas si fragile. Ils partirent en moins d'1 heure, ne laissant derrière eux qu'une légère odeur de parfum citadin et un vide profond. La poussière de leur voiture de location se déposa lentement sur la longue allée, reflétant le désespoir silencieux qui s'installait dans ma propre poitrine. Il ne s'agissait pas seulement de vendre une ferme. Il s'agissait d'effacer une vie, ma vie. Chaque clou que Marcel avait planté, chaque graine que j'avais tirée du sol, chaque souvenir d'enfance gravé dans le vieux chêne près du ruisseau. Tout cela soudain rendu sans valeur, obsolète. Je parcourus le chemin familier de la cuisine au porche, mais pas lourd, le bois gémissant sous mon poids, faisant écho à une vie de pas. Je passai ma main sur la gravure de Marcel sur la rampe du porche. Ses initiales entrelacées aux miennes, estompées mais visibles. Nous avions construit ça. Nous avions rêvé ici. Maintenant, leur ambition, leur logique urbaine, s'apprêtait à tout démanteler. Une vague de regrets m'envahit. Non pas pour le travail acharné, jamais pour cela, mais pour mon aveuglement. Comment n'avais-je pas vu cela venir, cette lente dérive constante, cet abandon silencieux des valeurs familiales pour... Quoi ? De plus grandes maisons ? Des voitures toujours plus brillantes ? Le lendemain matin, le siège numérique commença. Mon téléphone, habituellement silencieux sauf pour les appels de la vieille Madame Dubois à propos de ses tomates primées, vibrait sans relâche. Des courriels arrivèrent en succession rapide, remplis de liens vers des agences immobilières spécialisées dans la liquidation d'actifs ruraux, des rapports d'évaluation immobilière et même des brochures pour des communautés de retraite pittoresques et d'apparence stérile. Marc en avait transmis une pour « Les charmes paisibles », avec une femme souriante aux cheveux argentés, jouant au mahjong. Une nouvelle vie, l'appelait-il. J'appelais cela une salle d'attente pour la fin. Je sentis un serrement dans ma poitrine, une peur claustrophobe. Il ne s'agissait pas seulement de la ferme. C'était mon autonomie, mon droit même d'exister selon mes propres termes.
Il me traitait comme une enfant, incapable de prendre mes propres décisions. Un problème à emballer et à résoudre proprement. Je fixais l'écran, les mots lumineux et impersonnels clignotant. Il n'avait même pas attendu un jour entier. Une semaine plus tard, le premier agent immobilier arriva. Son nom était Monsieur Lambert. Un homme dont le sourire n'atteignait pas tout à fait les yeux, portant un costume trop élégant pour les chemins de terre de la Beauce. Il tenait une tablette et parlait en phrases concises et efficaces sur les tendances du marché et les ventes comparables. Il parcourut les champs avec Marc et Chloé, pointant, gesticulant, leurs têtes penchées en conversation sérieuse, comme des conspirateurs. Je regardais depuis la balançoire du porche, le grincement familier des chaînes, un contraste saisissant avec leur ton feutré et professionnel. Il parlait des possibilités, des promoteurs qui pourraient être intéressés par la propriété pour un nouveau lotissement, ou peut-être même une entreprise commerciale. Ma terre ancestrale, découpée en petites parcelles soignées, ou recouverte de béton pour un centre commercial. La pensée me tordait les entrailles. Monsieur Lambert se tourna. Son regard balaya la vieille ferme, puis se posa sur moi. Un regard faible, presque apitoyé. « C'est un endroit charmant, Éléonore, » dit-il, sa voix neutre, dépourvue de chaleur véritable. « Mais le marché bouge. Parfois, il est préférable de lâcher prise. » Lâcher prise. La phrase résonnait dans mes oreilles, une cruelle moquerie. Comment pouvais-je lâcher prise du sol même qui gardait les souvenirs de Marcel, qui respirait avec l'esprit des générations? Cette terre n'était pas juste une propriété. C'était une extension vivante et respirante de ma famille, de moi-même. Tandis que la voiture de Monsieur Lambert disparaissait au loin, laissant une autre traînée de poussière, une détermination tranquille commença à se forger en moi. Il me voyait comme un fardeau, comme quelqu'un de coincé. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est que parfois, être coincé signifiait être enraciné. Et des racines profondes pouvaient retenir bien plus qu'une simple maison. Je sentis une lente et étrange brûlure dans mes veines, un feu dormant commençant à s'éveiller. Avez-vous déjà senti une force tranquille s'éveiller lorsque tout ce que vous aimiez était menacé? Le silence après leur départ n'était pas vide. Il était rempli du poids des générations, pesant sur moi. Je passais les jours suivants à marcher, pas seulement autour de la maison, mais à travers champs, le long des clôtures rouillées, jusqu'au lit sinueux du ruisseau qui marquait la limite de nos 32 hectares. Chaque pas était délibéré, un défi silencieux face aux brochures glacées et aux appels téléphoniques incessants de l'avocat. La terre, fraîche et indulgente sous mes bottes usées, elle était comme une vieille amie, me murmurant des souvenirs que seul je pouvais comprendre. Je passais ma main sur l'écorce rugueuse de l'orme ancien qui ombrageait le pâturage ouest, une sentinelle sous laquelle Marcel et moi avions pique-niqué 100 fois. Ses racines, noueuses et profondes, reflétaient le sentiment qui prenait racine en moi. Les messages de Chloé étaient incessants, comme de petites fléchettes numériques. « Maman, Monsieur Lambert a-t-il rappelé? Nous devons avancer là-dessus. » Ou le message vocal sec de Marc. « Éléonore, le marché est porteur. Tout retard nous coûte de l'argent. » Nous, jamais moi. La ferme n'était plus qu'un actif, un chiffre sur un tableau, et moi, l'occupante gênante. Il voyait la terre comme de la boue, une source de profit potentiel. Je voyais la sève de notre famille, les générations de sueur et de larmes qui avaient littéralement façonné cette terre. C'était un profond décalage, un abîme entre nous qui semblait plus large que n'importe quel océan. Un après-midi, debout près du vieux puits asséché dont Marcel avait toujours parlé de restaurer, une étrange pensée fit surface. Marcel était obsédé par l'eau, pas seulement pour les cultures, mais pour quelque chose de plus profond.
Il avait des cartes, dessinées à la main, et jaunies, rangées dans son bureau, montrant des flux souterrains et d'anciennes lignes de sources. Il disait toujours « Éléonore, l'eau c'est la vie. C'est une richesse qui ne se mesure pas en euros, seulement par sa capacité à nous faire vivre. » Je n'avais pas pensé à ces cartes depuis des années. Après son décès, elle ressemblait tout juste à une autre pièce de ses rêves inachevés. La pression monta. Les appels se transformèrent en ultimatums. Marc fixa une date limite. « Nous la mettons sur le marché le mois prochain, maman. » Avec ou sans ta pleine coopération. Sa voix, habituellement si calme, était teintée d'une pointe de frustration, celle d'un homme habitué à obtenir ce qu'il veut. Chloé, étonnamment, était plus directe. « Maman, ce n'est pas personnel, c'est juste du business. Tu dois regarder ça rationnellement. » Rationnellement. Le mot me parut une gifle. Qu'y avait-il de rationnel à effacer un héritage ? Leurs voix, leurs arguments, ils étaient comme un bruit de fond maintenant. Un bourdonnement dans mes oreilles que j'appris à ignorer. Je continuais à parcourir la ferme. Mes pas lents, mes yeux balayants, essayant de la voir non seulement à travers mes souvenirs, mais à travers les yeux de Marcel. Il connaissait cette terre mieux que quiconque. Il en avait senti les pulsations, compris les secrets. Il voyait la richesse là où d'autres ne voyaient que terre stérile. Mes promenades quotidiennes prirent un nouveau but. Je ne faisais pas que pleurer. Je cherchais quelque chose, n'importe quoi, qui puisse me donner un avantage. Je commençais à remarquer des choses. Une herbe d'un vert, inhabituellement vif, près du vieux puits, même après une période de sécheresse. La façon dont certaines fleurs sauvages prospéraient dans des endroits inattendus. De petits détails qui, pour des yeux citadins, ne signifiaient rien, mais pour un agriculteur, murmurait au quelque chose de plus profond sous la surface. Ce fut un lent et calme éveil, comme de voir une graine s'ouvrir dans un sol dur. Je me rendis au bureau de Marcel, une pièce que j'avais la plupart du temps évitée depuis sa mort, trop lourde de son absence. Des mouches de poussière dansaient dans les rayons de soleil qui traversèrent la fenêtre. La pièce sentait encore le vieux papier et le tabac à pipe. J'y trouvais ses cartes, rangées dans un coffre en bois poussiéreux. Elles étaient cassantes, couvertes de son écriture d'araignée et de diagrammes complexes. Des lignes quadrillaient le parchemin, marquant des changements d'altitude, des formations rocheuses et de faibles veines bleues qu'il avait étiquetées au potentiel. Un endroit particulier, près de la limite avec le pâturage sud négligé, était entouré à plusieurs reprises, annoté de dates et d'observations. Courants les plus profonds, inexploités. Un choc me traversa vif et inattendu. Était-ce ça? Cette carte poussiéreuse pouvait-elle détenir la clé? Marc et Chloé n'y voyaient qu'un gouffre financier, une relique. Mais Marcel, dans sa sagesse tranquille, avait vu quelque chose de tout à fait différent. Ils étaient si prompts à rejeter la terre, et par extension moi, comme dépassés. Ils n'avaient aucune idée des secrets que ce sol recelait, ni de la profondeur de la détermination silencieuse qui grandissait maintenant chez la femme, qu'ils avaient si négligemment sous-estimée. Ne savaient-ils donc pas que parfois, les endroits les plus calmes détiennent les vérités les plus éclatantes? Les lignes délavées sur la carte de Marcel n'étaient plus de simples lignes. C'était une bouée de sauvetage. J'étalais le parchemin fragile sur la vieille table en pin, traçant les délicates veines bleues que Marcel avait dessinées, ses notes cryptiques sur les courants les plus profonds et le potentiel inexploité. C'était comme tenir un fragment de ses rêves inavoués, un langage secret que seul lui et cette terre comprenaient vraiment. Mes enfants y voyaient un gouffre financier. Marcel, semblait-il, y avait vu un royaume caché. La pensée semblait audacieuse,
presque insensé. L'intuition d'un vieux paysan pouvait-elle vraiment avoir plus de poids que la feuille de calcul d'un courtier citadin? Pourtant, une lueur d'espoir, minuscule mais persistante, commença à briller en moi. Une chaleur dans l'ombre froide de leurs exigences. Pendant des jours, je me penchais sur ces cartes, les comparant à des images satellites que j'avais imprimées à la bibliothèque municipale, étudiant la topographie, les subtiles dépressions du terrain. L'endroit que Marcel avait encerclé, près du pâturage sud oublié, ne montrait aucun signe évident de quoi que ce soit de remarquable, juste de la terre sèche de Beauce. Mais il avait été méticuleux, obsessionnel même, en ce qui concernait l'eau. Il avait passé des décennies sur cette terre, sentant son pouls, comprenant ses murmures. Ces cartes n'étaient pas de simples dessins. Elles étaient le témoignage de sa connexion profonde avec la ferme, une connexion que ses propres enfants semblaient absolument incapables de comprendre. L'idée de demander de l'aide me rongeait. Chaque foreur de puits local, chaque expert en hydrologie dans un rayon de 100 km connaissait la ferme Dubois. Il connaissait Éléonore Dubois, qui vendait sa maison ancestrale. La dernière chose dont j'avais besoin, c'était que Marc ou Chloé soient au courant de quoi que ce soit qui puisse compliquer leur joli petit plan. Mais je ne pouvais pas faire ça seule. Il ne s'agissait plus de moi. Il s'agissait de Marcel. Il s'agissait de la ferme. Il s'agissait de leur prouver qu'ils avaient tort. Je me suis finalement souvenu du vieux Célestin Lapierre, un homme bourru et taciturne qui vivait à une 30aine de kilomètres au nord, au fin fond de la campagne. Célestin n'avait foré tous les puits, dans un rayon de 3 départements à l'époque de Marcel, travaillant souvent autant par intuition que par science. C'était un homme de peu de mots et encore moins de loyauté, ne se souciant que de la terre sur laquelle il travaillait. Je savais qu'il ne poserait pas de questions. Il ne parlerait certainement pas aux étrangers. Je conduisis mon vieux pick-up poussiéreux jusqu'à sa propriété isolée, les pneus crissant sur le chemin de gravier. Sa cour était un cimetière de vieilles foreuses, des géants rouillés tendant vers le ciel. Célestin, étonnamment agile pour son âge, sortit d'un hangar encombré, essuyant de la graisse de ses mains. Ses yeux, de la couleur d'un ciel orageux, me regardèrent emplissants. « Éléonore Dubois », roqua-t-il, sa voix comme des engrenages grinçants. « Je ne t'ai pas vue depuis l'enterrement de Marcel. Qu'est-ce qui t'amène au fin fond de la campagne ?»« Célestin », commençai-je, choisissant mes mots avec soin. « Marcel, il avait des idées sur un puits profond dans le pâturage sud. J'ai trouvé de vieilles cartes. Il a marqué un endroit. Je me demandais si tu pouvais y jeter un œil. En privé, bien sûr. » Les yeux de Célestin se rétrécirent davantage, s'attardant sur mon visage un long moment, comme s'il cherchait quelque chose. Il connaissait probablement déjà les rumeurs sur Marc et Chloé, qui tentaient de vendre l'endroit. Marcel était un homme bien. Il voyait des choses que d'autres ne voyaient pas. Il cracha un jet de jus de tabac. Demain, au coucher du soleil, personne n'a besoin de savoir que le vieux Célestin a encore de la ressource. Le lendemain soir, alors que le soleil saignait d'orange dans le ciel, l'ancienne foreuse rouillée de Célestin arriva en grondant sur ma propriété. C'était comme voir un fantôme se matérialiser. La machine, un dinosaure d'une autre époque, semblait capable de déchirer la terre elle-même. Il travailla silencieusement, méthodiquement, ses mains burinées se déplaçant avec une efficacité rodée. Il ne demanda rien à propos de mes enfants, ni pourquoi je faisais cela maintenant. Il regarda simplement la carte de Marcel, puis la terre, et hocha la tête. Le forêt gémit, mordant lentement la terre desséchée. Un grondement mécanique qui vibrait à travers le sol sous mes pieds. Les heures passèrent. Le soleil sombra sous l'horizon.
peignant le ciel de traînées de pourpre et de bleu profond. Une tension monta dans ma poitrine, un nœud serré d'appréhension et d'espoir naissant. Marc appela 2 fois, laissant des messages secs à propos de la signature des papiers préliminaires. Je les ignorais, mes yeux fixés sur la terre tourbillonnante. Finalement, juste au moment où les premières étoiles commençaient à poivrer le ciel qui s'assombrissait, Célestin coupa le moteur. Le silence soudain fut assourdissant, rompu seulement par le chant des grillons. Il retira ses gants de travail, son regard rencontrant le mien. Il n'y avait aucune pitié là-dedans, seulement un éclat de quelque chose d'indéchiffrable. « Éléonore », dit-il, sa voix plus douce maintenant, presque un murmure contre l'immensité du crépuscule. « Marcel, il n'avait pas tort. Loin de là, il désigna le trou, sombre et profond. Vous avez bien plus que de l'eau là-dedans. Vous avez une rivière, un putain d'océan souterrain. Un frisson me parcourut. Pas une rivière, un océan. Les mots semblaient trop grands, trop grandioses pour ce coin tranquille et oublié de la Beauce. Ma terre, celle qu'il qualifiait de dépassée, celle qu'il considérait comme un gouffre, reposait sur une fortune qu'il ne pouvait même pas imaginer. Ma vision se brouilla, non pas de larmes, mais de la clarté soudaine et accablante de ce que cela signifiait vraiment. Il voulait vendre ma ferme, effacer mon passé et ignorer mon avenir. Mais la terre, dans sa sagesse tranquille, avait gardé son secret le plus profond, m'attendant, attendant que la foi de Marcel soit enfin justifiée. Il ne s'agissait plus seulement de survie, il s'agissait de revanche. Et ils étaient sur le point d'apprendre que les trésors les plus profonds sont souvent cachés juste sous la surface, attendant d'être trouvés par ceux qui savent vraiment chercher. Les mots de Célestin, un putain d'océan souterrain, résonnèrent dans le crépuscule, ébranlant les fondations de mon désespoir et les remplaçant par une vague de formidable résolution. Je me tenais là, l'air frais du soir portant l'odeur de la terre fraîchement remuée, fixant la gueule sombre du puits nouvellement foré. La vieille foreuse se tenait en sentinelle derrière Célestin, témoin silencieux d'une vérité qui pouvait tout transformer. Un océan, non seulement de quoi arroser mes cultures, mais un vaste réservoir invisible, sous les champs même que mes enfants jugeaient sans valeur. C'était la justification de Marcel, un testament murmuré, à sa sagesse intuitive, qui transcendait leurs feuilles de calcul et leur logique citadine. Cette terre, mon héritage sacré, n'était pas un fardeau. C'était un coffre au trésor dont ils avaient été aveugles, impatients de le jeter. Célestin, sentant l'énormité du moment, se contenta de hocher la tête. Cette foreuse n'a pas vu une telle trouvaille depuis 40 ans, Éléonore. Tu as bien plus qu'un simple puits. Tu as un atout. Il rangea ses outils avec sa lente précision habituelle. Ses yeux, cependant, avaient un nouvel éclat, plein de sous-entendus. Il savait ce que cela signifiait, non seulement pour l'eau, mais pour la bataille silencieuse qui se préparait pour la terre elle-même. Je le payais généreusement, bien plus qu'il ne demanda, et il se contenta de grogner, s'éloignant dans l'obscurité, me laissant seul avec la révélation retentissante dans ma poitrine. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités intenses et secrètes. Mon esprit, autrefois obscurci par la résignation, s'aiguisait maintenant d'un but unique et féroce. La première chose que je fis fut de me rendre au service du département, non pas pour des registres immobiliers, mais pour des études géologiques, de vieilles cartes, tout ce qui pourrait corroborer l'évaluation de Célestin. Je feignis un intérêt pour l'histoire locale, quelque chose de pittoresque et inoffensif. Les informations étaient sèches, techniques, mais elles brossaient un tableau d'aquifères profond et ancien,
confirmant l'existence d'une nappe phréatique massive sous cette région spécifique. C'était comme assembler les fragments d'un puzzle que Marcel m'avait laissé. L'urgence de Marc et Chloé s'intensifiait quotidiennement. Leurs appels devinrent exigeants, leurs courriels plus fréquents. Monsieur Lambert, l'agent immobilier, laissait des messages vocaux avec une gaieté forcée qui me tapait sur les nerfs, insistant pour un calendrier de visite, pour ma décision finale. Il parlait d'un acheteur potentiel, une société de développement venue d'une autre région, désireuse de conclure rapidement. « Maman, c'est une occasion en or. On ne peut pas laisser ça filer. C'est pour le mieux. Tu te souviens ?» La voix de Chloé au téléphone était insistante, teintée de frustration. « On a fait toutes les recherches. Il n'y a pas d'autres options. C'est ça ou rien. » Leur pression incessante, autrefois source d'une profonde anxiété, nourrissait maintenant ma tranquille résolution. Ils voulaient de la vitesse, de l'efficacité, une transaction rapide. Ils voyaient une vieille femme fatiguée qui avait simplement besoin d'être gérée. Mais j'avais dépassé la simple gestion. Je calculais, je planifiais. Je passais des heures seule dans le bureau de Marcel, entourée de ses vieux livres, cartes et études géologiques, sentant sa présence comme une main rassurante sur mon épaule. Il avait passé toute une vie à entretenir cette terre, à comprendre ses secrets. Il était temps pour moi de finir ce qu'il avait commencé et de leur montrer la vraie valeur de ce qu'ils essayaient si négligemment de jeter. Je savais que ma prochaine étape devait être aussi discrète que le forage de Célestin, mais beaucoup plus sophistiquée. Je ne pouvais pas faire confiance à leurs avocats, ceux que Marc et Chloé utilisaient pour leurs grandes affaires en ville. J'avais besoin de quelqu'un d'indépendant, quelqu'un ayant une connaissance locale, quelqu'un qui comprenait le droit immobilier, mais aussi les nuances du terrain. Quelqu'un qui pourrait gérer un élément surprise avec discrétion. C'est alors que je me suis souvenue d'une vieille connaissance. Une femme à l'esprit vif nommée Claire Lamy, une avocate sans fioriture d'une petite ville, à quelques départements de là. Elle avait représenté le père de Marcel dans un litige de bornage délicat, il y a plusieurs décennies. Elle était réputée pour être féroce et d'une discrétion absolue, sa réputation bâtie sur des victoires dans des affaires que d'autres considéraient comme perdues d'avance. Un pari risqué peut-être, mais mes options se réduisaient et les enjeux étaient plus élevés que jamais. Mes doigts hésitaient au-dessus du téléphone à cadran, le plastique froid contrastant fortement avec les écrans lumineux que mes enfants préféraient. Il ne s'agirait pas d'un SMS ou d'un courriel. Ce serait une conversation, une alliance discrète forgée contre une marée de cupidité calculée. L'horloge tournait, mais la rivière silencieuse sous ma terre était intemporelle, et son pouvoir était sur le point d'être libéré. Mes doigts, tremblant légèrement, composèrent le numéro du téléphone à cadran. Chaque clic un pas délibéré loin de la résignation passive et vers un avenir que j'étais maintenant farouchement déterminée à construire. Claire Lamy répondit à la 3e sonnerie, sa voix une question nette et directe. Lamy avocat, Claire à l'appareil. Elle était exactement comme je m'en souvenais, directe, efficace, comme un ressort tendu. Je me présentais, Éléonore Dubois, et il y eut une légère pause, un moment de reconnaissance. Elle avait connu le père de Marcel, un fait qui ressemblait à un pont fragile et ancien à travers les années. J'expliquai avec prudence que j'avais des questions foncières, compliquées par la famille. Je demandais si elle traitait les litiges immobiliers uniques, une phrase vague conçue pour piquer son intérêt sans trop en révéler par téléphone. Sa réponse fut brève. Ça dépend de la singularité. Venez me voir. Mardi, 9h. Pas de platitude chaleureuse.
Juste une ouverture. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Le trajet jusqu'au bureau de Claire dans le département voisin se sentait différent cette fois. Les chants familiers défilaient devant la fenêtre de mon pick-up. Mais je les voyais avec de nouveaux yeux. Non plus seulement un fardeau, mais un dépôt de secrets, un géant endormi attendant d'être réveillé. Sur le siège passager, soigneusement roulé et sécurisé par un élastique, se trouvaient les cartes fragiles de Marcel, ainsi que mes propres notes gribouillées des services du département et la confirmation griffonnée de Célestin de l'océan souterrain. Ce n'était pas de simple papier, c'était mon arsenal. Le bureau de Claire était niché au-dessus d'une quincaillerie, un escalier étroit menant à une pièce simple, lambrissée de bois. Elle sentait légèrement les vieux livres et quelque chose de métallique, comme l'ambition. Elle était assise derrière un grand bureau encombré, ses cheveux argentés tirés en un chignon sévère, ses yeux vifs et intelligents me jaugeant. Elle n'offrit ni café, ni bavardage, juste un bref. « Alors, Éléonore, quel est le problème ?» Je déployais d'abord les cartes de Marcel, les déroulant avec soin. Son expression resta neutre, mais je vis son regard s'attarder sur ses annotations, sur les coordonnées spécifiques que Célestin avait vérifiées. « Mes enfants, Marc et Chloé, commençai-je, ma voix ferme, veulent vendre la ferme. Ils la voient comme un gouffre financier, un fardeau dépassé. » Je l'observais pour un soupçon de sympathie, mais son visage resta impassible. C'était une professionnelle. « Ce qu'ils ne savent pas, continuai-je, me penchant en avant, ma voix tombant à un quasi-murmure. C'est ce qu'il y a réellement dessous. J'expliquais l'obsession de toujours de Marcel pour l'eau, à propos de ses cartes, à propos de Célestin Lapierre. Je parlais du puits précis, de la veine d'eau profonde. Claire écoutait sans interruption, son regard allant des cartes à mon visage, puis aux notes manuscrites. Quand j'eus fini, elle prit une des pages gribouillées de Célestin, passant un doigt sur la coupe transversale grossièrement dessinée de la terre. « Un océan souterrain, vous dites ?» songea-t-elle, sa voix monocorde. Ce n'était pas de l'incrédulité, pas exactement, plutôt un défi. Une telle affirmation, Éléonore, exige plus qu'une vieille carte de paysan et la parole d'un foreur de puits. Cela demande des études géologiques, des rapports officiels, des droits de forage potentiels, des lois sur les droits d'eau. C'est complexe. Je hochai la tête. Je sais, mais Marcel connaissait cette terre. Et Célestin Lapierre, quand il dit quelque chose, c'est vrai. Je fis une pause, laissant le poids de mes mots flotter dans l'air. Ils ont fixé une date limite. Ils font venir des acheteurs potentiels, une société immobilière. Ils pensent que je vais juste signer. Claire leva enfin les yeux, son regard perçant. Vous voulez les arrêter, pas juste temporiser. Arrêter. Je veux sauver ma ferme, corrigeai-je, ma voix ferme, et leur faire comprendre ce qu'ils sont en train de jeter. Un sourire lent, presque imperceptible, effleura les lèvres de Claire. Un spectacle rare. Très bien, Éléonore. Ce ne sera pas facile. Cela prendra du temps et des ressources. Mais si ce que vous dites était vrai, cela change tout. Nous avons besoin de preuves solides et indéniables, des preuves qui parlent leur langage, des euros et des centimes. Elle commença à prendre des notes, sa plume grattant rapidement sur un bloc-notes légal. Je commencerai par contacter un cabinet d'ingénierie hydrologique réputé, assez discret pour ne pas laisser échapper un murmure à ces requins de la ville. Ensuite, nous explorerons les droits d'eau, les droits miniers. Ce sera un combat, Éléonore. Êtes-vous prête ? Prête. Je regardais les vieilles cartes, les lignes que Marcel avait si soigneusement tracées. Il avait passé sa vie à planter des graines, à prendre soin de cette terre. Maintenant,
C'était à mon tour de planter un autre type de graine, une graine de justification. Mark et Chloé accélérèrent leurs plans, leurs appels devenant plus fréquents, plus exigeants, fixant une date pour la première réunion importante avec les acheteurs potentiels. Ils pensaient me coincer, me forcer à obtempérer. Mais ils étaient loin de se douter que leur impatience ne faisait qu'accélérer le moment où leur monde soigneusement construit serait complètement bouleversé. Ils marchaient vers une confrontation, armés de leur tableur et de leur arrogance, complètement aveugles à la force imparable que j'étais sur le point de déchaîner, une force aussi vaste et inattendue que l'océan caché sous leurs pieds. Avez-vous déjà préparé discrètement une bataille, sachant que vos adversaires n'ont aucune idée de ce qui les attend vraiment? Le doux ronronnement du téléphone du bureau de Claire, un contraste saisissant avec le bourdonnement incessant du mien, marqua le tournant. Les professionnels arrivaient. Claire Lamy tint parole. En quelques jours, une petite équipe d'un cabinet d'ingénierie hydrologique, un groupe aussi discret que précis, arriva à la ferme. Ils ne vinrent pas dans des voitures de ville rutilantes ou ne firent pas de grands spectacles. Leurs véhicules banalisés, chargés d'équipements sophistiqués, se fondirent dans le paysage poussiéreux. Ils étaient d'une autre trempe que Célestin, se fiant à la science là où ils se fiaient à l'instinct. Mais leur but était le même, dévoiler la vérité cachée de la Terre. Je les observais avec un mélange d'admiration et d'anticipation anxieuse. Leurs instruments ressemblaient à quelque chose sorti d'un film de science-fiction. Des capteurs, un radar géologique, des antennes de formes étranges qu'ils traînaient à travers le pâturage sud, l'endroit même que Marcel avait encerclé sur ses cartes. Tandis qu'ils travaillaient, cartographiant méticuleusement les contours souterrains, prélevant des échantillons et effectuant des tests, la pression de Mark et Chloé s'intensifia. Leurs appels devinrent moins des requêtes, plus des exigences. La voix de Mark, d'habitude si contrôlée, commença à se fêler. « Maman, ça devient ridicule. Les acheteurs arrivent la semaine prochaine. Nous avons besoin de ta signature sur les accords préliminaires maintenant. Qu'est-ce qui se passe ?» Chloé, toujours la plus pragmatique, envoyait des SMS remplis de points d'exclamation. « Le marché bouge. Nous perdons de l'argent chaque jour où tu temporises. Ne comprends-tu pas l'opportunité ?» Il croyait sincèrement que je ne faisais que temporiser, m'accrochant irrationnellement à un mode de vie dépassé. Il ne pouvait pas concevoir un motif plus profond, une stratégie cachée. Leur ton condescendant, le mépris flagrant de mes sentiments, fut une pilule amère. Mais chaque mot tranchant, chaque exigence pressante, ne fit que renforcer ma détermination. J'imaginais les lignes complexes sur la carte de Marcel, les murmures de l'eau cachée, et sentis une force tranquille et frémissante commencer à se rassembler en moi. Un après-midi, Mark et Chloé arrivèrent à l'improviste. Leurs visages étaient tendus de frustration. Ils marchèrent directement vers le porche, passèrent devant la vieille balançoire et me confrontèrent alors que j'écossais des petits pois. « Maman, ça a assez duré !» déclara Mark, sa voix plus forte que nécessaire. « Nous avons une offre finale, une bonne. Il est temps de signer. Plus de retard. » Chloé s'appuya contre le poteau du porche, les bras croisés, les yeux plissés. « Nous avons même envisagé de te placer l'argent sur un compte bloqué, maman, pour que tu n'aies pas à te soucier de sa gestion. Il ne s'agit pas de te prendre quoi que ce soit. Il s'agit de protéger ton avenir. » Protéger mon avenir ? Ils voulèrent dire contrôler mon présent. Ils voyaient ma vie comme un problème qu'ils devaient résoudre, et la ferme comme un obstacle à leur solution nette et propre. Je passais de leurs visages impatients aux champs s'étendant derrière eux, où, hors de vue, l'équipe hydrologique travaillait toujours.
Une vague de courage défiant me parcourut. « Je ne signe rien », dis-je, ma voix calme, mais avec un bord d'acier inhabituel. Leurs yeux s'écarquillèrent, ne s'attendant clairement pas à un refus aussi direct. Pas encore. Pas avant d'avoir toutes les informations. Quelles informations? Railla Chloé, levant les mains au ciel. On t'a donné toutes les informations. Rapport de marché, projection financière. Tout est là, maman. Non, répondis-je, soutenant son regard. Vous m'avez donné vos informations. J'attends les miennes. Le silence qui suivit était épais de leur incrédulité. Un changement soudain dans la dynamique de pouvoir qu'ils ne parvenaient pas à saisir. Ils partirent peu après, leur colère palpable, convaincus que je faisais simplement preuve d'entêtement, inconsciente de la vérité qui se déroulait juste sous leur nez de citadins. Quelques jours plus tard, une épaisse enveloppe arriva par coursier express de Claire Lamy. À l'intérieur se trouvait un rapport complet, lourd de données scientifiques, de graphiques et de schémas géologiques détaillés. C'était une confirmation officielle et indéniable. Le pâturage sud, celui qu'ils avaient à peine regardé, celui qu'ils jugeaient improductif, reposait sur une nappe phréatique vaste et profonde. Le rapport détaillait un rendement estimé si immense que cela me laissa stupéfaite. Non seulement assez pour l'agriculture, mais une source d'eau significative, potentiellement de qualité commerciale. La note jointe de Claire était succincte. « Éléonore, vous aviez raison. Cela change tout. Appelez-moi. » Je m'assis à la table en pain, le rapport étalé devant moi, le langage scientifique aride, cédant la place à un sentiment écrasant de justification. La foi tranquille de Marcel, l'œuvre de sa vie, enfin prouvée au-delà de tout doute. La terre n'était pas juste une ferme, c'était une source de valeur inimaginable. Et mes enfants, dans leur hâte à jeter ce qu'ils jugeaient dépassés, avaient été assis sur une mine d'or, complètement aveugles à sa vraie valeur. Cette connaissance me remplissait d'une puissance tranquille et exaltante. Il ne s'agissait plus seulement de sauver la ferme. Il s'agissait de leur donner une leçon de valeur, d'héritage et des profondes conséquences de ne voir que ce que l'on veut voir. Le décor était planté, l'arme cachée désormais révélée. Avez-vous déjà détenu une vérité puissante, sachant qu'elle redéfinirait complètement la réalité de quelqu'un d'autre? L'air dans la salle de conférence de l'avocat était épais d'attente. Mais j'étais la seule à savoir vraiment ce qui allait arriver. Marc et Chloé étaient assis de l'autre côté de la table en acajou poli, leurs avocats parisiens à leur côté. L'air suffisant. Monsieur Lambert, l'agent immobilier, était assis près de la fenêtre, un sourire forcé, plaqué sur son visage. Leurs expressions exprimaient une impatience polie, une nette attente que je concède enfin, signe les papiers, et les laisse passer à leur prochaine grande entreprise. Marc, toujours l'homme d'affaires, fit glisser une épaisse pile de documents sur la table. « Maman, c'est l'offre finale. Elle est généreuse. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de ta signature. » Ma propre avocate, Claire Lamy, était assise à mes côtés. Sa posture droite, son regard aussi aiguisé et inflexible que du silex. Elle n'offrit ni sourire, ni hochement de tête rassurant. Juste une force tranquille qui reflétait la détermination brûlant désormais farouchement en moi. Je jetai un coup d'œil aux documents, les clauses et les chiffres nageant devant mes yeux. Ils représentaient la mort de ma ferme, l'effacement de l'héritage de Marcel et le rejet définitif de l'œuvre de ma vie. Une fureur calme et glaçante s'installa en moi. Avant de signer quoi que ce soit, commençai-je, ma voix claire et ferme, les mots résonnant étrangement dans la pièce stérile, il y a quelque chose de fondamental à propos de cette terre que nous devons aborder. Marc ricana, un son bref et dédaigneux.
« Maman, on a tout passé en revue. L'évaluation de la terre, les tendances du marché. Il n'y a pas de surprise. » Chloé hocha la tête, roulant les yeux presque imperceptiblement. Leurs avocats échangèrent des regards complices, comme s'ils s'indulgeaient à une vieille femme confuse. Claire, sans un mot, fit glisser un rapport impeccable et relié sur la table vers eux. Sa couverture était d'un blanc éclatant, orné du logo du cabinet d'ingénierie hydrologique. « Peut-être pas pour vous », interjeta Claire, sa voix coupant à travers l'autosatisfaction. « Mais pour la véritable valeur de la propriété, je crois que cela change les choses. » Marc prit le rapport, son front se plissant tandis qu'il en lisait le titre. « Étude hydrologique. »« Qu'est-ce que c'est, maman ?» Il me regarda, une lueur de confusion sincère sur son visage. Chloé se pencha, examinant le document. Monsieur Lambert s'agita inconfortablement. « Ça ?» dis-je, un sourire lent et délibéré se dessinant sur mon visage. Un sourire que je n'avais pas vraiment ressenti depuis des années. C'est la vérité de ce qui repose sous les 32 hectares que vous avez si négligemment considérés comme dépassés et un gouffre financier. Marc feuilleta les pages, ses yeux s'écarquillant, puis se rétrécissant. La couleur s'écoula lentement de son visage, tandis qu'il absorbait les graphiques complexes, les chiffres stupéfiants, les données géologiques qui parlaient d'une ressource inimaginable. Son doigt se posa sur une page spécifique, un diagramme détaillé d'une vaste nappe phréatique souterraine, son rendement estimé clairement indiqué. Ça ne peut pas être vrai, bégaya-t-il levant les yeux, sa voix creuse. Un océan souterrain entier. Chloé s'empara du rapport, ses yeux parcourant les pages, son incrédulité cédant rapidement la place à quelque chose de plus froid, de plus désespéré. « C'est absurde. C'est un tour de ta part, maman. Tu ne peux pas être sérieuse. » Sa voix monta, trahissant la panique qui la saisissait maintenant. Les avocats de mes enfants, si calmes auparavant, chuchotaient maintenant frénétiquement entre eux, leurs visages pâles. « Tout cela est très sérieux, Chloé, » affirma Claire, sa voix dénuée d'émotion. « Les études sont authentifiées, les données sont irréfutables. La ferme dépassée de votre mère repose sur l'une des plus grandes réserves d'eau douce inexploitées de la région. Une ressource de qualité commerciale et d'une valeur inestimable. » Elle se pencha en avant, sa voix s'abaissant, presque un ronronnement. « Une ressource valant 10, peut-être 20 fois ce que votre entreprise offrait pour la propriété entière. » La pièce plongea dans un silence stupéfait. Marc s'affaissa sur sa chaise, son visage un masque d'horreur naissante. Chloé se contenta de fixer le regard, le rapport tremblant dans ses mains, ses yeux rivés sur moi, non plus avec colère, mais avec la terrible prise de conscience de ce qu'ils avaient failli perdre, de ce qu'ils avaient si négligemment tenté de jeter. Le piège était pour eux. « Vous vouliez vendre ma maison » dis-je enfin, ma voix douce mais ferme, soutenant leur regard. « Vous m'avez traité de fardeau, cette terre d'invaluable. Vous m'avez dit de laisser tomber des générations de sacrifices pour un joli petit appartement. Mais cette terre, elle garde toujours ses secrets pour ceux qui la respectent vraiment. Pour ceux qui écoutent. » Je fis une pause, laissant le poids de mes mots s'ancrer. « Je ne vends pas. » La colère revint alors sur leur visage, mêlée d'un profond regret. C'était le visage d'une perte totale, dévastatrice. Ils avaient tenté de tout s'accaparer, pour ne réaliser que l'ampleur réelle de ce qu'ils avaient dédaigné. Plus aucun argument, aucune échappatoire juridique ne pouvait tenir face à une vérité aussi incontestable. La réunion se dissout en des murmures étouffés et furieux, entre eux et leurs avocats soudainement affolés. Marc et Chloé,
qui m'avaient vu comme un problème à résoudre, faisaient désormais face à un problème de leur propre création. Un problème qui révélait leur propre aveuglement profond. Je quittais cette salle de conférence, sentant le sol solide sous mes pieds, pour la première fois depuis des mois. La ferme n'était pas seulement en sécurité. Elle était transformée, un symbole de résilience et un témoignage de la puissance cachée qui réside souvent dans les endroits les plus négligés. J'avais reconquis plus que de la terre. J'avais reconquis ma valeur personnelle, ma voix et un avenir dicté par ma propre sagesse, non par leur avidité précipitée. Et c'était une victoire qui valait plus que tout l'or du monde. Avez-vous déjà trouvé votre force la plus profonde en reconquérant ce qui vous appartenait vraiment? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Votre voix compte et je lis chacun de vos messages. N'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre notre communauté grandissante.